Oui, je suis déjà en live, hein. Ok, d'accord. Bonjour Alexis, vous me recevez? C'est Zéna Bouidé. Je vous reçois 5 sur 5. D'accord, parfait. Donc, en ce moment, je vous explique un peu. On a la page de garde qu'on va projeter. Ensuite, en introduction, il y a une petite vidéo qui va parler un peu enfin, des moustiquaires et puis des moustiques. Et ensuite, on vous laissera projeter votre présentation. D'accord, ça Et marche. une fois que c'est fini, il y aura une session de questions et réponses. Déjà, nous avons la liste des questions. Donc, Hmm, on aura d'abord 20 à 30 minutes de votre présentation et ensuite 30 minutes de questions et réponses. ok. D'accord. Donc, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours en test. Nous allons commencer dans très, très peu de temps. Il nous reste 5 minutes. Donc, voilà, nous allons commencer dans 5 minutes. Merci beaucoup.
Donc, bonjour, nous avons un nombre, les participants commencent à s'inscrire et à participer. Donc, nous allons commencer dans 5 minutes. Merci. Bonjour, je m'appelle Zenabou Ide, chargée de programme d'impact santé Afrique et CS for Me. Donc, bienvenue à tous nos participants. Nous allons commencer dans 2 minutes exactement. Merci beaucoup.
Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre session de webinaire Tout savoir sur la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Nous tenons vraiment à remercier M. Alexis Kamdjou pour sa disponibilité et sa connaissance. Donc, vraiment, nous sommes là pour discuter autour de la MILDA, qu'est-ce que c'est, la nouvelle génération et tout. Donc, s'il vous plaît, tous les participants, veuillez écrire vos noms et votre organisation dans la session questions et réponses dans le chat. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. Nous allons lire à la fin de la présentation de M. Alexis. Donc, voilà, le webinaire va durer 1 heure de temps avec 30 minutes de présentation de M. Alexis et aussi 30 minutes de questions et réponses. Et aussi, pour dernière information, donc voilà, vous pouvez vraiment vous sentir libre de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Nous sommes là pour ça. Et c'est une discussion entre nous. Donc voilà, bienvenue encore une fois de plus. Donc, je m'appelle Zainab Bouidé, je suis la chargée de programme d'Impact Santé Afrique et de CS4Me. Donc voilà, je vous laisse la parole, mais pour le moment, je vais commencer à introduire d'abord M. Alexis. Qui est-il, ce qu'il a fait, son parcours, pour que vous ayez une petite idée de notre speaker d'aujourd'hui. Donc, M. Alexis Kamdjou, en 2002, a été comme délégué médical chez Aventis Pharma. Ensuite, en 2005, il a été promu dans l'encadrement des délégués médicaux comme étant responsable de formation et de développement professionnel pour l'Afrique centrale chez Sanofi Aventis. Et à ce titre, il va contribuer à renforcer les capacités des délégués médicaux en Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, dans des projets plus spécifiques. Donc, en janvier 2009, cette fois, M. Alexis est promu comme étant directeur pays chez Sanofi au Gabon. En octobre 2011, il sera désigné comme étant chef de projet générique en Afrique centrale. En septembre 2013, toujours dans son ascension, il va chez Medicines for Malaya Venture chez MMD comme Country and Procurement Liaison Manager Africa pour gérer le plan opérationnel, le projet de lancement de l'artisanat que vous connaissez, injectable dans 6 pays, à savoir le Cameroun, l'Éthiopie, le Kenya, Malawi, etc. Donc, en septembre 2017, il est sollicité chez Vestager, dont il découvre que les moustiquaires, à elles seules, ont contribué entre 2000 et 2015 à réduire le nombre de cas de paludisme à l'ordre de 68%. Et aujourd'hui, Alexis est le directeur régional Afrique francophone chez Vestager avec 10 pays sous sa responsabilité. Donc, il a un lourd background derrière lui. Et donc, voilà, je vais passer ensuite à l'introduction où nous allons projeter une petite vidéo sur le paludisme et les moustiquaires qui ont été créés par Speak Up Africa. Les enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire de notre conquête de l'Afrique. Oui. Durant laquelle nous avons mené de grandes batailles. Nous avons attaqué des villages entiers et décimé des populations. Mais un jour, alors que nous nous apprêtions à conquérir un nouveau village, nous découvrîmes d'immenses grilles qui protégeaient les humains. Je lançai l'attaque, mais ces grilles étaient impénétrables. Après des heures de lutte incessante pour les traverser, mon armée fut presque entièrement décimée, asphyxiée par ce qu'on appelle les moustiquaires imprégnés. Humains, luttons contre le palu en nous protégeant avec les moustiquaires imprégnés. Et rappelez-vous qu'en cas de fièvre, il faut consulter le poste de santé le plus proche. Zéro palu. Donc, Monsieur Alexis, vous avez la parole. Merci. J'aurais préféré projeter d'ici, étant donné les animations qu'il y a dans
dans le PowerPoint. Est-ce que c'est toujours possible? Oui, oui, effectivement, vous faites la présentation à votre niveau. Donc, dès que vous avez fini, nous, on va mettre un slide sur la question, mais la présentation à votre niveau. Vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. Merci. OK. Alors, faites-moi signe dès que vous êtes capable de voir mon écran. Oui, c'est bon, nous voyons. Merci. Voilà. Merci à tous les participants et merci à Olivia et à toute son équipe, Impact Santé Afrique, CS for Me également. Ce sera avec un grand plaisir que je vais faire cette présentation. Question de partager avec vous, n'est-ce pas, les quelques connaissances engrangées au sujet des moustiquaires. Avant de commencer, je voudrais mettre quelques balises. Hein. Vous avez entendu la bio, mais il faut qu'on soit d'accord que personne ne détient le monopole du savoir. Et donc, voilà, on se complète, c'est un échange, on est tous des acteurs. La deuxième chose, c'est que la lutte contre le paludisme, c'est une lutte multisectorielle. Donc, il faut que beaucoup d'acteurs dans des secteurs différents se complètent. Et aujourd'hui, donc, je vais faire la présentation sous l'angle du fabricant. Et donc, ne vous attendez pas à avoir des réponses à toutes les questions, y compris celles qui dépendent des autorités de santé, celles qui dépendent de la société civile ou celles qui dépendent du régulateur, l'OMS ou même des bailleurs. Donc, on va rester un peu focalisé. Alors, ceci dit, merci à ceux qui ont déjà envoyé des questions par anticipation. Je vais les inviter à être bien plus attentifs parce que 50 à 70% de réponses à leurs questions se trouvent déjà dans la présentation. Donc, au menu, nous allons faire un peu d'histoire. Nous allons parler de l'histoire des moustiquaires, quand est-ce que ça a commencé. Et pourquoi en fait les moustiquaires? Je pense que la vidéo de tout à l'heure en a touché une petite idée. Ensuite, je vais vous parler de la composition des moustiquaires. On va voir les types de moustiquaires qui existent parce qu'on dit juste moustiquaire, mais bon, il faut dire que les choses ont évolué ces derniers temps. Je vais vous parler des critères d'efficacité des moustiquaires parce que il ne suffit pas de mettre sur le marché une moustiquaire. Là, on est dans le domaine de la santé publique, donc c'est un domaine réglementé. Il y a des critères fixés par l'OMS pour ça. Nous allons aborder la notion de qualité. J'ai bien cru comprendre que le point focal de cette présentation, je vais dire la cible principale, c'est les membres des organisations de la société civile. Je vous interpellerai beaucoup sur la qualité. Et enfin, nous parlerons justement de l'entretien des moustiquaires. Donc, pour parler de l'histoire des moustiquaires, on va dire que l'histoire commence en 1952 avec un chercheur qui va s'appeler Rob et va donc se poursuivre jusqu'en 2020, donc cette année, mais l'histoire ne va pas s'arrêter là parce qu'on va passer par des étapes. En 1984, en 1996, en 1998. Et ces noms qui s'affichent sont bien des noms de chercheurs et non des noms de fabricants. C'est très important, vous comprendrez pourquoi on est dans le domaine de la science, plus spécifiquement de la médecine basée sur les preuves. Et les preuves sont plus souvent apportées par des chercheurs, d'où l'importance de mentionner tout cela ici. Et donc, de 52 à 2020, vous verrez que ça fait 68 ans déjà qu'on parle de moustiquaires et l'histoire est bien loin d'être terminée. Donc, en 1952, qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Rob, lui, il a pensé à la moustiquaire initialement comme un piège contre la mouche tsetse. Mouche tsetse, n'est-ce pas, qui est le vecteur responsable de la maladie du sommeil. Et donc, son concept, il a pensé que
en imprégnant, n'est-ce pas, une pièce de tissu, on va dire l'étoffe, avec un insecticide DDT à l'époque, il pouvait constituer une sorte de piège à Glossina palpalis qui est vectrice justement de cette maladie du sommeil. Donc au départ, l'idée c'est juste une pièce de tissu qui est trempée dans un insecticide. Ici, il faut bien entendre pièce de tissu comme élément isolé, insecticide comme un autre élément isolé, et puis on fait un mélange des deux, on imprègne, et puis on obtient des pièges ici, c'était, si vous voulez, de grands écrans qui étaient disposés, non pas dans les ménages, mais plus près des zones de résidence de ces moustiques-là, de telle manière à en attraper le maximum. Donc, c'était plus des pièges. On n'était pas dans les ménages. C'est donc en 1984 que Darriet et Hall, donc, et son équipe vont travailler pour la première fois à penser à la moustiquaire, non plus comme une barrière contre des vecteurs, mais plutôt à l'intérieur des ménages contre les moustiques. L'idée ici, c'est pareil. Moustiquaire, non pas juste une pièce d'étoffe, mais cette fois une moustiquaire. Par moustiquaire ici, on va entendre 4 côtés et un toit. Donc, imprégné à un insecticide. Donc, le test ici a été fait sur un insecticide qui s'appelle permétrine. Et en mélangeant les deux, donc en imprégnant le tissu de cet insecticide, il a bien compris que ça pouvait permettre de protéger contre l'anophèle femelle. Là, nous sommes en 1984. Seulement, on va se rendre compte qu'en procédant ainsi, l'efficacité de la moustiquaire n'est que d'un an. Vous convenez avec nous que c'était pas vraiment ça, mais à l'époque, c'était déjà un exploit d'avoir une moustiquaire qui puisse protéger pendant un an. Donc là, on a déjà des moustiquaires qui protègent pendant un an. Et pourtant, Lyons, un autre chercheur, toujours des chercheurs, va poser le problème de la difficulté de réimprégnation. Parce que, comme je l'ai dit, il s'agit d'éléments isolés. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau local, au niveau pays, c'est là que l'imprégnation se passe. Vous avez d'une part la moustiquaire, d'autre part l'insecticide, et il faut procéder au mélange. Bon, sachant que la moustiquaire, c'est-à-dire le tissu, la partie de la moustiquaire qui est le tissu, ce que vous voyez, va durer entre 3 et 5 ans. Et sachant que l'imprégnation, elle, c'est-à-dire la durée de l'insecticide en termes d'efficacité sur la moustiquaire n'est que de 6 à 1 an. C'est pour ça qu'on appelle d'efficacité maximale 1 an tout à l'heure. Lyons, donc, en tant que chercheur, va se poser quelques questions. C'est-à-dire, si l'imprégnation en termes d'efficacité ne dure que 6 à 12 mois, ça signifie par exemple qu'il faut 3 à 6 imprégnations en 3 ans. On parle de 3 ans ici parce que plus souvent les bailleurs de fonds financent les moustiquaires pour des campagnes qui durent 3 ans. Vous voyez que en termes de complexité, c'est déjà une question qui peut imprégner et comment on fait pour chaque fois enlever les moustiquaires, réimprégner 3 à 6 fois. Ça fait beaucoup. Des problèmes de toxicité. Est-ce que tout le monde est formé pour le faire avec les risques de contamination qui vont avec, les risques d'avaler, parce que là, on est directement en contact. Donc, il y a un certain nombre de questionnements qui vont pousser à poursuivre la recherche toujours en quête de quelque chose de plus durable. Heureusement, en 1998, Carnavale et Hall vont donc pour la première fois mener une étude prouvant l'efficacité à long terme. Là, ils vont parler de 5 ans sur une moustiquaire. On est en 98 et la marque de moustiquaire s'appelait Mosquitool. Ça s'appelait Mosquitool. Comme vous pouvez voir ici, là, même si cette étude ne s'est pas faite sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils prenaient des moustiquaires emballés et puis ils faisaient des tests chaque année ou tous les 6 mois, non pas sur une moustiquaire, je vais dire, étalée dans un ménage et testée, mais ils enlevaient la moustiquaire de l'emballage pour s'assurer que c'est toujours bien conservé. L'objectif, c'était de voir
quelle est la durée maximale de l'efficacité? C'est-à-dire, est-ce que l'insecticide sur la moustiquaire pouvait être encore efficace au bout de 5 ans? Donc ça, c'est une précision qui est importante à faire. Et ils vont conclure justement que les insecticides peuvent être efficaces sur une moustiquaire pendant 5 ans. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai, puisque les moustiquaires sont censés être étalés dans les ménages, être exposés à la saleté, à un certain nombre de complexités, et même être lavés, toute chose qui constitue à diluer, n'est-ce pas, l'efficacité de la moustiquaire. Toujours est-il que ceci va être le point de départ de la recherche sur des moustiquaires à longue durée d'action, et on va donc aboutir à des moustiquaires qui désormais, n'est-ce pas, vont être imprégnés, non pas localement, mais au niveau des usines directement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous recevez votre moustiquaire, n'est-ce pas, vous n'avez plus rien à faire parce que c'est directement imprégné. Donc, depuis 2005, il y a des campagnes de distribution de masse de moustiquaires. On peut donc se demander, en fait, pourquoi les moustiquaires, ça c'était une question comme thème de cette présentation. Les moustiquaires, tout simplement parce que il y a cette étude de BAT qui a évalué l'impact, n'est-ce pas, de la lutte contre le paludisme, des différents outils. Aujourd'hui, il y a 3 grands outils de lutte contre le paludisme. Vous avez les moustiquaires imprégnés, vous avez, n'est-ce pas, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, et vous avez ce qu'on appelle pulvérisation intradomiciliaire. Donc, cette étude menée entre 2000 et 2015, regardez la durée, 15 ans, a donc montré que la part des moustiquaires, je dis bien juste des moustiquaires, les moustiquaires à elles seules, leur part était de 68% dans la réduction de la morbidité, c'est-à-dire du nombre de cas de paludisme. 68% en comparaison à 10% de la pulvérisation intradomiciliaire, qui est aussi un moyen de prévention, et en comparaison à 22% seulement pour les ACT. Je dis seulement parce que lorsqu'on regarde les moyens déployés justement pour s'approvisionner en CETA et à les distribuer, on est loin de s'imaginer que ça contribue seulement à 22% en comparaison à 68% pour les moustiquaires. C'est d'ici l'adage suivant lequel mieux vaut prévenir que guérir marche chez nous. Si on ajoute à ça le coût qui est relativement plus faible pour les moustiquaires, vous comprendrez que s'il y a un outil de lutte contre le paludisme pour lequel on ne devrait pas lésiner sur les moyens, alors il s'agit bien des moustiquaires. Donc, c'est vraiment justifié. Seulement, on a vu que jusqu'en 2015, les moustiquaires ont été très importants. Le constat après 2015, lorsqu'on regarde ce schéma produit par l'OMS, est que la réduction des cas de paludisme a été presque constante, jusqu'à malheureusement entre 2015 et 2016, où on commence à observer une stagnation, ce qui nous pousse à nous poser la question de savoir, mais effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait partie des questions que j'ai reçues. Mais pourquoi est-ce que la lutte n'est plus autant efficace? Disons qu'il y a plusieurs raisons pour cela. Mais avant d'évoquer les raisons, on va d'abord voir la composition de la moustiquaire. Donc, lorsque vous tenez entre vos mains une moustiquaire, ce que vous voyez en général, c'est un tissu. C'est juste ce que vous voyez. C'est un tissu. Ici, permettez-moi de vous dire que ces tissus-là, il y en a de 2 types. Il y a des tissus en polyester, il y en a en polyéthylène. La différence entre les deux, c'est que le polyester, il est doux au toucher, il est plus confortable pour, en tout cas, les personnes qui dorment sous la moustiquaire. Si vous avez dormi sur une moustiquaire en polyester, vous devez peut-être savoir. L'autre tissu est en polyéthylène. Le polyéthylène, il est un peu plus rugueux, un peu plus dur. À la sensation, au toucher, vous ressentez. La différence entre les deux est presque nette. Mais c'est les deux matières qui sont utilisées pour le tissu, la partie visible, ce que vous voyez lorsque vous tenez une moustiquaire en main. Mais on parle de moustiquaire
surtout de Milda, à longue durée d'action, parce que le tissu, lui, il est imprégné, non pas mécaniquement comme avant, mais à l'usine, il est imprégné d'insecticides. J'ai vu une question sur c'est quoi les insecticides. Il faut dire qu'il y a 4 grands groupes, 4 grandes familles d'insecticides, mais l'OMS a étudié la toxicité de ces insecticides et a décidé de n'autoriser que la classe des pyréthénoïdes. Bon, ça peut sembler bizarre à certaines oreilles. La classe des pyréthénoïdes, c'est la seule classe, n'est-ce pas, approuvée par l'OMS comme insecticide pour les moustiquaires imprégnés, justement, parce que c'est cette classe-là qui n'est pas toxique, si vous voulez, qui n'est pas toxique pour y compris les bébés. Et donc, on a deltamétrine comme insecticide, on a permétrine comme insecticide et on a alpha-cypermétrine comme insecticide. Donc, il y aura des combinaisons, soit polyester avec deltamétrine, soit etc. Et donc, la combinaison d'un tissu avec un insecticide donne ce qu'on appelle Milda. Maintenant, comment est-ce que la Milda agit justement pour lutter contre le paludisme? On fait appel à la notion de mécanisme d'action ici. Et donc, les moustiquaires vont associer plusieurs mécanismes, parmi lesquels l'effet knockdown. L'effet knockdown ici, c'est la capacité, on va parler un peu comme au quartier, à mettre les moustiquaires KO. Knockdown, c'est qu'au contact, le système nerveux du moustique est touché et le moustique saoule. Le moustique s'écroule et donc n'a plus cette capacité de piquer comme en temps naturel. C'est ce qu'on appelle l'effet knockdown, que moi je préfère appeler l'effet KO. Ensuite, on a l'effet létal. L'effet létal, c'est la capacité pour la moustiquaire au contact justement du moustique de foudroyer le moustique et donc de le faire crever. Le moustique doit mourir, entre guillemets. C'est ça l'effet létal. Et ensuite, vous avez l'effet répulsif. L'effet répulsif, c'est la capacité pour la moustiquaire de repousser, c'est-à-dire d'engendrer un comportement de fuite. Le moustique, dès qu'il ressent justement l'odeur de l'insecticide sur la moustiquaire. Et donc, les moustiquaires vont plus ou moins combiner chacun de ces effets-là qui vont varier justement d'un fabricant à l'autre, mais tout cela contribue à lutter contre les piqûres de moustiques. C'est ça le mécanisme d'action de la moustiquaire. Autrement dit, vous voyez que tout ceci est lié à l'insecticide. Mais bien évidemment, s'il n'y a pas d'insecticide, vous êtes sous un tissu et vous ne pouvez bénéficier que de la protection, donc de la barrière physique, en espérant qu'il n'y a pas de trou sur la moustiquaire, bien évidemment. Bon, maintenant, il est important de noter très rapidement que la lutte contre le paludisme est bien plus complexe que ce qu'on ne peut imaginer parce que pendant que les chercheurs travaillent et les fabricants à développer des outils pour lutter contre le palu, mais les moustiques aussi travaillent à résister. Donc, c'est une bataille, je dirais même une bataille rude. Vous allez être peut-être surpris, mais dites-vous que les moustiquaires luttent aussi contre tous ces outils-là. Ici, nous avons recensé, n'est-ce pas, 4 mécanismes de résistance. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme de pénétration réduite, c'est-à-dire que les moustiquaires vont, les moustiques, pas les moustiquaires, les moustiques vont développer en eux, c'est-à-dire que de par même leur physiologie, des changements pour ralentir l'absorption ou la pénétration des insecticides. Parce que l'insecticide, produit chimique, est fabriqué pour justement pénétrer dans le moustique et se fixer sur un site précis, un site de réception, un récepteur si vous voulez. Et si les moustiques arrivent à développer par un changement physiologique des mécanismes pour réduire la pénétration, ça signifie que l'insecticide ne va même pas atteindre son site d'action et donc l'insecticide ne va pas marcher. Changement de comportement. Il faut dire qu'il y a quelques années en arrière, les moustiques piquaient, et c'est des études qui ont montré, entre 20 heures et 4 heures, avec pour point culminant pour leur repas sanguin entre minuit et 2 heures de la nuit.
Mais certaines espèces, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de moustiques, essaient de s'adapter et ont remarqué qu'à ces heures-là, il y avait justement une barrière pour leur repas sanguin. Certains moustiques, n'est-ce pas, ont changé de comportement, notamment en termes d'heures de piqûre. Donc, ne soyez pas surpris de vous faire piquer par les moustiques avant 20 heures. C'est-à-dire, il y en a déjà qui piquent même à 16 heures. C'est rare, mais ça existe déjà. Ça fait partie des mécanismes développés par les moustiques pour justement barrer la voie aux outils qui sont développés par les chercheurs. Modification du site cible, j'en parlais tout à l'heure. Si un insecticide est fabriqué pour se fixer sur un site précis et que ce site soit modifié, ben l'insecticide n'a tout simplement plus d'action parce que s'il n'y a pas de fixation, alors ça ne va pas marcher. Un autre mécanisme de résistance qui pour nous est le mécanisme le plus répandu, la sécrétion d'enzymes. C'est-à-dire l'insecticide pour produire, n'est-ce pas, cet effet knockdown qu'on a vu tout à l'heure ou l'effet létal, n'est-ce pas, doit atteindre le moustique. Maintenant, il se trouve que les moustiques, certains moustiques appelés moustiques résistants, arrivent à produire des enzymes dont le but est justement, si vous voulez, de barrer la voie à l'insecticide, c'est-à-dire de détruire l'insecticide qui est dans la moustiquaire. Et ce qui va faire que tout simplement, l'insecticide ne pouvant plus avoir son effet, le moustique ne va pas être attaqué. C'est important de comprendre ceci, parce que si votre moustiquaire est imprégné d'un insecticide, on a vu qu'il y avait beaucoup de types, permétrine, deltamétrine, alpha-cypermétrine, et que les moustiques arrivent à sécréter des enzymes qui bloquent, qui inhibent l'action de l'insecticide, alors il y a comme un match nul. J'aime bien les expressions terre à terre. Il y a comme un match nul et donc le moustique peut se déployer sans problème. Ce que nous avons donc fait au niveau des fabricants, plus spécifiquement Vestergaard, qui a été le premier fabricant à mettre sur pied une moustiquaire pour justement faire face aux résistances, c'est que nous avons développé un produit qui s'appelle un synergiste, qui n'est pas un insecticide, dont le but est justement de neutraliser les enzymes qui sont sécrétées par ces moustiques résistants et du coup, on redonne sa force à l'insecticide puisque l'insecticide peut désormais se déployer sans une barrière. Donc ça, c'était très important à comprendre. Et parlant justement de résistance, je disais qu'on reviendrait sur les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, la lutte stagne, c'est les résistances. Sur ce graphique, vous avez partout où vous voyez les points rouges, une cartographie qui montre les résistances aux insecticides. Et donc, si on a vu que les moustiquaires contribuaient de l'ordre de 68% à faire baisser le nombre de cas, si on a une telle résistance aux insecticides classiques, vous pouvez comprendre qu'entre autres, les résistances aux insecticides, justement, sont responsables de la stagnation, entre autres. Donc, il est important aujourd'hui de focaliser la lutte sur ces résistances-là. Maintenant, nous allons donc voir les types de moustiquaires et bien évidemment la place de la lutte contre les résistances dans ce type de moustiquaires. Et là, vous allez voir qu'il y a trois types de moustiquaires. Il y a les moustiquaires standards, il y a les moustiquaires appelés PBO, moustiquaires PBO, et les moustiquaires de nouvelle génération. Pour ce qui est des moustiquaires standards, c'est ce qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un tissu qui est imprégné d'un insecticide. Ça peut être polyester plus deltamétrine, ça peut être polyéthylène plus permétrine, ça peut être polyester plus alpha-cypermétrine, polyéthylène plus alpha-cypermétrine. Donc voilà les moustiquaires classiques. C'est des moustiquaires auxquels on a été habitué et qui marchaient jusqu'à ce que les résistances se répandent de plus en plus aujourd'hui. Avec les résistances, vous disais-je, Vestergaard a été le premier à développer une moustiquaire PBO. Et donc, c'est quoi PBO? C'est piperonyl butoxide. C'est un synergiste, n'est-ce pas, qui est un produit que l'on va ajouter à une MILDA standard, c'est-à-dire qu'on a déjà un tissu avec un insecticide, mais on va ajouter en plus le synergiste
Et le rôle est de détruire les enzymes qui sont sécrétées par certains moustiques résistants. Je pense que ça devient définitivement clair pour vous. Lorsqu'on parle de résistance, c'est très important. Je parlais d'ACT tout à l'heure. On est passé aux ACT dans la lutte contre le paludisme simple parce qu'il y avait résistance à la chloroquine. Ici, avec les moustiquaires, on est passé des moustiquaires standards aux moustiquaires avec PBO du fait des résistances aux moustiquaires. Et donc, la focalisation aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est les moustiquaires avec PBO. Mais il y a d'autres moustiquaires qui sont en train de subir des tests, qui sont donc en phase pilote, qu'on appelle moustiquaires de nouvelle génération. Il y en a une qui associe alpha-cypermétrine à chlorphénapyr, alpha-cypermétrine étant justement un insecticide souvent utilisé dans les moustiquaires classiques. Et chlorphénapyr, ici, étant donc un deuxième insecticide. Il faut comprendre, c'est-à-dire avec les PBO, on associe un insecticide à un synergiste. Avec la nouvelle génération, on associe deux insecticides. Donc, il y a cette combinaison, mais il y a aussi la combinaison alpha-cypermétrine plus pyriproxyphène. Donc, on pense qu'en associant deux insecticides, dans le futur, on pourrait avoir de meilleurs résultats. Je dis bien, on pense qu'on pourrait. Je le dis au conditionnel parce qu'on est en phase pilote. Souvenez-vous, c'est toujours la recherche, c'est toujours la science, c'est toujours les évidences qui vont permettre de prendre des décisions quant aux outils qu'on déploie. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, la recherche va se poursuivre. Maintenant, il faut justement que ces outils soient efficaces. Et donc, ce n'est pas nous, c'est l'OMS qui définit ici ce qu'on entend par moustiquaire et donc par moustiquaire efficace. Et là, pas besoin de commentaires, il faut juste lire une MILDA, c'est-à-dire moustiquaire imprégné à longue durée d'action. C'est une moustiquaire qui est imprégnée à l'usine et non pas mécaniquement et qui doit retenir son activité biologique après au moins 20 lavages dans les conditions de laboratoire et pendant 3 années recommandées dans les conditions de terrain. J'ai dit une fois de plus que vous entendrez 3 années parce que les campagnes de distribution de masse durent plus souvent 3 années. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup d'accent sur cette diapo, c'est un peu technique, ce n'était pas le but, mais je pense que si vous êtes des organisations de la société civile, c'est important que vous compreniez que normalement, pour qu'une moustiquaire soit mise sur le marché, il faut qu'elle traverse trois phases d'études. La première phase, appelée phase 1, va consister en des tests de bioefficacité. Ici, nous sommes encore au laboratoire. Il y a 2 choses qui vont se passer. D'abord, on va évaluer le temps de régénération après lavage. C'est-à-dire, ici, on cherche à savoir, une fois qu'on a lavé la moustiquaire, ça prend combien de temps pour que l'insecticide remonte à la surface? Alors, vous allez vous demander, c'est quoi la surface? Lorsque vous prenez le tissu, la moustiquaire, ce que vous voyez, ce n'est qu'un tissu. Mais dites-vous bien que du fait de la technologie, ce n'est pas qu'un simple tissu. Il y a des fibres dans ces tissus-là, et ce sont ces fibres qui contiennent l'insecticide. Et donc, lorsqu'on trempe la pièce de tissu pour laver, la tendance, c'est que l'insecticide va fuir de la surface vers l'intérieur de la fibre. Et donc, si l'insecticide est à l'intérieur de la fibre, mais les moustiques ne vont plus être foudroyés par la moustiquaire. Donc, il faut que cet insecticide soit régénéré. C'est-à-dire, il faudra après attendre que l'insecticide remonte à la surface. Ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, il y a des fibres, l'insecticide est à l'intérieur. Au contact de l'eau, l'insecticide va fuir vers l'intérieur et après un certain temps, l'insecticide va être régénéré. Donc, on évalue le temps de régénération. Pourquoi? Parce que en réalité, au labo, on va évaluer la résistance de la moustiquaire après 20 lavages. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir, au bout de 20 lavages, est-ce que le dosage d'insecticide reste suffisant pour être efficace contre les moustiques. On parle de 20 lavages parce que naturellement, les moustiquaires doivent être lavés parce que les moustiquaires arrivent à se salir et donc on peut les laver un certain nombre de fois. On reviendra là-dessus lorsqu'on parlera
justement des conditions d'entretien. Et donc, dans ces tests-là, les objectifs qui sont visés par les tests bio-essais de l'OMS, c'est l'effet knockdown, c'est-à-dire qu'on va observer les moustiquaires les moustiques qui seront au contact de ces moustiquaires-là au labo. Ce n'est pas de véritables moustiquaires, c'est des pièces de tissu. Et pendant 3 minutes, il faut que 80% de moustiquaires s'écroulent. Effet knockdown ou KO, dont je parlais tout à l'heure. Non, ici c'est la mortalité. L'effet knockdown, c'est ici. Il faut que 95% de moustiquaires ou plus, justement, soient KO, s'écroulent et donc ne soient pas capables de se relever en 3 minutes. Je parle bien de 3 minutes. Par contre, au bout de 24 heures, il faudra qu'au moins 80% de moustiques aient crevé. J'ai bien dit en 24 heures. Vous voyez, ici, on est au labo, on observe, on observe. Ça, c'est important. On reviendra sur les tests bioefficacité parce que c'est ce qu'on va encore faire normalement au niveau pays lorsque les moustiquaires arrivent. Maintenant, j'ai parlé de phase 1. Il y a des études terrain parce qu'après le labo, les moustiques ne nous attaquent pas au labo, les moustiques attaquent sur le terrain. Sur le terrain, il y aura 2 phases, donc phase 2 et phase 3. Et la phase 2 va consister en des études de petite échelle, dans ce qu'on appelle les cases expérimentales. Mais dans ces cases-là, c'est quand même les humains qu'on va mettre pour faire le test, donc des candidats pour faire le test dans de petites cases expérimentales. Ici, il s'agit de prouver que la nouvelle moustiquaire n'est pas inférieure à une moustiquaire de référence. Et c'est ce qui va permettre à l'OMS d'émettre une recommandation pour l'utilisation à grande échelle, c'est-à-dire en étude de phase 3. Et en phase 3, on est face au ménage réel, c'est-à-dire qu'on est dans vos maisons. Et le but ici, c'est d'étudier la longévité de l'efficacité. Parce qu'au laboratoire, on peut avoir observé effectivement qu'une moustiquaire est efficace. Dans les cases expérimentales, on peut avoir observé qu'une moustiquaire est efficace, mais comme c'est à petite échelle et à courte durée, on n'a pas la garantie que justement on va maintenir cette efficacité pendant toute la durée de la campagne, la durée standard étant de 3 ans. Donc, en phase 3, on étudie la longévité, l'efficacité et l'intégrité même. C'est-à-dire, est-ce que la moustiquaire va rester solide sans beaucoup de trous, etc. sur 3 ans. Et c'est là qu'il y a une recommandation définitive. Donc, ici, je marque un point d'arrêt pour dire, puisque nous sommes face aux organisations de la société civile, que les tests sont très importants. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une moustiquaire a déjà été testée, a traversé ces 3 étapes, a été recommandée par l'OMS, que ça signifie que tout ce qui arrive au pays est bon. On verra un exemple. Je le dis parce que dans un pays très important, j'ai vu un haut cadre justement être surpris de savoir que des moustiquaires de mauvaise qualité, pourtant approuvés par l'OMS, pouvaient arriver dans le pays. Non, c'est parce que si on ne fait pas des tests après expédition au niveau pays pour s'assurer que ce qui est arrivé est autant efficace que ce qu'on avait vu au labo, alors on risque de se retrouver avec des surprises. On reviendra là-dessus. J'ai parlé justement des études au labo. Ici, vous avez l'illustration de ce qu'on appelle un insectarium. Parce que pour faire toutes ces études-là, on travaille au labo. Donc, on recueille les moustiques, on les élève et puis on les manipule au labo à travers les insectariums. Donc, les cases que vous voyez là contiennent des moustiques à des différents stades de développement. Nous avons parlé de cases expérimentales. Voici un exemple de case expérimentale. Donc, là-dedans, vous avez un lit installé comme à la maison avec une moustiquaire et un candidat, comme quelqu'un parmi vous, va justement aller dormir sous la moustiquaire pour des besoins de la recherche. C'est vous dire s'il y a beaucoup de travail derrière. Ici, il faut noter que une fois que justement la moustiquaire est approuvée pour utilisation à grande échelle, on va donc passer à la production industrielle. Ici, c'est l'une des photos de chez Vestergaard. Vous avez une illustration de ça, à quoi ça peut ressembler une partie de la production. Mais c'est important ici de noter que les moustiquaires, ce n'est pas comme des jus de fruits ou comme des bonbons ou comme d'autres produits qu'on peut fabriquer en quantité et stocker en attendant commande. Non.
si vous êtes la société civile, vous défendez les intérêts des ménages, il est important de savoir que les moustiquaires ne sont fabriqués que sur commande. Ça, c'est important. Ça signifie qu'au niveau des pays, il est important d'anticiper suffisamment sur les commandes pour éviter des surprises de dernière minute. C'est très important. Maintenant, en parlant de la qualité, bon, rapidement, je vais vous montrer des images qu'on a pu noter sur le terrain. Des problèmes de qualité peuvent se poser au niveau de la taille, et donc on peut avoir des tailles plus courtes. Au niveau du rétrécissement, on a des moustiquaires qui vont rétrécir. Ça, c'est des choses qu'on observe. Sur des moustiquaires neufs, il y a aussi des problèmes d'intégrité en termes de taille. La taille des mailles. Les mailles ici, c'est les trous. Des défauts de tricotage, défauts de couture, faible résistance, etc. Il y a plusieurs défauts comme ça qu'on peut observer sur les moustiquaires. Et en termes d'image, vous avez ici quelques illustrations. Je rappelle, ici, c'est des images prises sur des moustiquaires neuves. Vous voyez des défauts ici, vous voyez des défauts là, vous voyez le problème de rétrécissement, etc. D'où l'importance justement de certaines vérifications sur le terrain. Au niveau chimique, donc parlant des insecticides, le plus gros problème ici, c'est qu'on peut se retrouver avec des moustiquaires qui ont moins de principes actifs et donc ils vont échouer au test de bioefficacité. Si vous avez moins de principes actifs, normalement ce n'est plus une moustiquaire, une milda, parce qu'une milda est efficace du fait du respect des dosages. Le gros risque quand on a une insuffisance de principes actifs, c'est que justement, on ne puisse plus être actif face aux moustiques, on ne produise plus l'effet knockdown, on ne produise plus l'effet létal ou tout simplement l'effet répulsif. Or, on a pu observer sur le terrain des problèmes de ce genre. Ici, nous en avons un qui a été, là c'est une publication de l'OMS, là c'est une publication de l'OMS et qui justement renseignait sur des problèmes de qualité avec une marque de moustiquaire Dawa Plus, commercialisée par Tana Netting. En résumé, c'est même Dawa qui avait signalé le problème. Et donc, vous voyez ici que ces moustiquaires-là contenaient moins de la dose requise suivant les standards décidés par les autorités. Et justement, malheureusement, il s'agissait de millions de moustiquaires distribués dans plusieurs pays. Et lorsqu'on regarde les recommandations du Fonds mondial quant à la gestion justement de cette crise-là, on peut voir qu'entre autres, le Fonds mondial demandait aux autorités du pays d'évaluer le bénéfice-risque entre rappeler des moustiquaires qui sont déjà au pays et laisser les populations sans moustiquaires, ou alors utiliser les moustiquaires tout simplement pour profiter de la barrière physique. Là encore, j'interpelle les organisations de la société civile. Alors, quelle réflexion est-ce que ça vous suggère? Vous, qu'est-ce que vous feriez? Sachant qu'on a vu, hein, l'impact avec les moustiquaires, c'est 68%, et sachant qu'une moustiquaire doit durer 3 ans, est-ce que vous accepteriez d'installer une moustiquaire qui va durer 3 ans, sachant que la moustiquaire, en fait, n'a pas d'insecticide et donc ne va pas être efficace sur les insecticides? Ici, nous pensons que nous, en tant que fournisseurs, hein, ce n'est pas parce que ce problème a été déclaré par un fournisseur lui-même que ça ne nous concerne pas, que demain, ça ne nous concernera pas. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau sur le rôle que la société peut jouer dans ces situations. Bon, rapidement, pour parler de l'entretien, avant toute utilisation, il est recommandé d'étaler la moustiquaire à l'ombre et à l'abri des rayons ultraviolets pendant au moins 24 heures. On insiste sur à l'ombre et à l'abri des rayons ultraviolets parce que les rayons ultraviolets ont un impact sur l'efficacité de l'insecticide. Et c'est pire encore pour les moustiquaires PBO. Deuxièmement, il faut demander de l'aide d'un partenaire. Donc, vous voyez, pour accrocher une seule personne va difficilement installer la moustiquaire. Donc, il faut se faire aider en utilisant justement les crochets et les anneaux sur les parties supérieures.
Bien évidemment, on recommande d'enfiler la moustiquaire sur le matelas parce que si vous n'enfilez pas, les moustiques peuvent toujours trouver le moyen de pénétrer dans la moustiquaire. Ensuite, et ça c'est par anticipation à certaines questions, il faut savoir que la moustiquaire est recommandée principalement chez la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans. Parce que la moustiquaire est, si vous voulez, c'est un produit qui est utilisé en toute sécurité, y compris par les plus vulnérables, donc y compris chez les tout petits. La moustiquaire n'est pas toxique. Ensuite, au réveil, il faut ramener justement la moustiquaire au-dessus pour éviter des dommages pendant la journée. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien, et une question a été posée dans ce sens, ne lavez la moustiquaire que lorsqu'elle est sale. Si une moustiquaire n'est pas sale, vous n'avez pas besoin de laver. Combien de fois est-ce qu'on peut laver? On peut laver jusqu'à 5 fois par an. Et le lavage se fait avec de l'eau et du savon. J'entends souvent dire savon macabo. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit le savon qu'on utilise dans les ménages pour laver les habits. C'est celui-là que vous allez également utiliser pour laver votre moustiquaire. On peut le faire jusqu'à 5 fois, mais seulement quand la moustiquaire est sale. Et quand vous avez lavé la moustiquaire, une fois de plus, vous devez sécher à l'ombre et à l'abri du soleil. Et le jour où vous remarquez qu'il y a le moindre trou dans la moustiquaire, c'est important de raccommoder pour éviter que le trou ne s'agrandisse. Donc, juste pour résumer, la moustiquaire, elle est là depuis 52 et elle est loin. Elle fait son bonhomme de chemin. Les moustiquaires restent de moyens le plus efficace pour lutter contre le paludisme. Aujourd'hui, on a connu une expansion de résistance, mais les mildas sont là, sont la solution efficace pour faire face aux résistances. Mais parlant de milda PBO, je parlais de milda PBO pour faire face aux résistances, il est important de savoir qu'il y a seulement 2 mildas parmi les milda PBO qui ont démontré leur efficacité en situation de résistance. Ces 2-là sont Permanet 3.0 et Oli 7+. Les mildas de nouvelle génération sont en cours d'études pilotes, ça je l'ai dit. Donc, pour ce qui est de la qualité, il faut être très vigilant quant à la qualité. Nous, en tant que fournisseurs, nous proposons au pays de mettre en place un système, n'est-ce pas, de test de qualité avant distribution des moustiquaires. C'est-à-dire quand les moustiquaires arrivent, il faut tester, ne serait-ce que pour la bioefficacité, pour s'assurer que les dosages sont bons. Nous le disons en tant que fournisseurs. C'est-à-dire que si ce n'est pas bon, il est important que les gens prennent leurs responsabilités. Si ça nous concerne, nous prendrons nos responsabilités. Mais nous souhaitons que lorsqu'on parle de produits de santé publique, que des tests se fassent. Nous insistons sur ce message-là. C'est critique, c'est crucial pour la santé publique. Tests de qualité avant distribution. Les moustiquaires, bon, naturellement, sont faciles à installer. On a vu, les moustiquaires ne sont pas toxiques. Et les mildas sont particulièrement recommandés chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes. Pour terminer, ça c'est la dernière diapositive. Je dois rappeler qu'en début d'année 2020, la communauté de lutte contre le paludisme dans le monde a célébré le 2 milliardième de moustiquaires distribués dans le monde. 2 milliardième. Et c'est un exploit. Je dois dire ici que parmi les 2 milliards de moustiquaires, Vestgard réclame pas moins de 800 millions de moustiquaires Permanet 2.0 et Permanet 3.0 distribués. Ça fait à peu près 40% de ces 2 milliards-là. C'est d'ici, nous avons beaucoup travaillé pour contribuer aux 68% d'impact, mais nous continuons à travailler justement pour maintenir les acquis avec cette technologie, la moustiquaire imprégnée, et avec nos Permanet. Je vous remercie. Ok, super, vraiment merci beaucoup. Merci Alexis. C'était une présentation qui était très riche. Et vraiment, merci beaucoup. Donc, on a vu l'histoire de la moustiquaire, la présentation, comment ça se fait, les principes actifs, la composition, comment on lutte contre
leur efficacité, leur durée d'utilisation. Il y a eu énormément de questions de la part des participants. Donc, nous allons commencer, je pense, on va commencer avec la session des questions et réponses. Donc, on va parler des questions qui ont été d'abord en live. Nous avons eu tellement de questions. Je vais commencer d'abord par qu'est-ce qui garantit la qualité de la MILDA? Ça, c'est la première question. On va faire par série de 3 questions. Donc, aussi, il y a quelqu'un qui voudrait bien évidemment le support du coût. Et du coup, on demande aussi, est-ce que le tissu de la MILDA est fabriqué en Afrique? Donc, voilà un peu les questions les 3 premières questions que je vous pose. Alors, qu'est-ce qui garantit la qualité de la MILDA? Ben, c'est une question qui est très pertinente. La qualité ici, je vous ai dit qu'on est dans le domaine de la santé publique, c'est un domaine réglementé. Lorsqu'on parle de la qualité, en général, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'assurance qualité et puis il y a le contrôle qualité. L'assurance qualité, c'est, si vous voulez, les processus, les procédures, les règles qui sont édictées et qui, si elles sont suivies, garantissent qu'au sortir de ces procédures, on a un produit de qualité. Donc, normalement, c'est l'OMS, à travers ses recommandations, qui définit que voici les procédures qu'il faut respecter pour arriver à une moustiquaire de qualité. Et c'est pour ça que c'est l'OMS qui émet des recommandations qui dit tel moustiquaire est autorisé. Mais c'est une autorisation sur la base de procédures. Une fois que l'OMS l'a fait, lorsque le fournisseur se met à fabriquer, ben, il faut qu'il y ait un contrôle qualité. On fabrique suivant les règles, suivant les procédures, mais il faut contrôler que ce qu'on a à la sortie correspond au standard défini. Si le fournisseur échoue à ce niveau, et c'est pour ça que j'interpelle la société civile, il revient au pays, aux autorités locales, de mettre en place leur propre structure de garantie de la qualité pour s'assurer que ce qui rentre à l'intérieur du pays, justement, correspond à un certain standard. Dans chaque pays, vous avez les PNLP, vous avez des entomologistes, vous avez des instituts de recherche qui ont la compétence, justement, de tester de la qualité des moustiquaires qui en donnent. On a l'OMS, on a le fabricant, et puis on a le pays. Chacun a une responsabilité. Et c'est pour ça que je parlais de responsabilité. Lorsqu'il y a un problème, il faut que quelqu'un soit tenu pour responsable. Mais y compris les personnes qui sont censées tirer la sonnette d'alarme, c'est-à-dire les organisations de la société civile, doivent s'assurer que cette test soit faite. Voilà pour la qualité. Il faut tout ça pour garantir la qualité. Parlant du support, je pense que je laisse à Impact Santé Afrique de répondre. Parlant du tissu, est-ce que les tissus sont fabriqués en Afrique? Bon, je suis tenté de dire non, les tissus ne sont pas fabriqués en Afrique. Les MILDA même ne sont pas fabriqués en Afrique pour au moins 80%. Nous, par exemple, chez Westgard, notre site de fabrication, c'est au Vietnam. Il y a des discussions régulièrement sur est-ce qu'on ne peut pas fabriquer les moustiquaires en Afrique. Il y a déjà quelqu'un qui fabrique les moustiquaires dans un pays africain. Malheureusement, le constat, c'est que même en fabriquant en Afrique, ça revient bien plus cher que ce qu'on fabrique à l'extérieur. Or, pour la santé publique, on voudrait avoir les meilleurs produits possibles au prix le plus bas, le prix, parce que c'est les bailleurs de fonds qui achètent presque 95% des moustiquaires que nous utilisons. Et donc, voilà. Non, je ne pense pas que les tissus sont fabriqués en Afrique. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va partir avec encore une série de 3 questions. Est-ce que la moustiquaire n'est pas toxique à long terme pour les humains? Ensuite, sachant que les moustiquaires sont seulement utilisés que la nuit, comment protéger les populations pendant les journées? Et quelle prophylaxie est recommandée dans ce cas précis? Merci. Alors, parlant de toxicité, je l'ai dit pendant la présentation, il y a des études qui ont été faites au sujet de la toxicité à long terme. Ces études ont montré qu'il n'y avait pas, si vous voulez, un risque. Il n'y avait pas un risque sur la santé des populations qui dorment sous moustiquaires à long terme. C'est pour ça que les moustiquaires sont recommandés par l'OMS pour usage chez les enfants de moins de 5 ans. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la distribution de routine. C'est quoi la distribution de moustiquaires de routine? C'est-à-dire que les femmes qui vont à la vaccination
où les femmes qui vont en consultation prénatale reçoivent des moustiquaires. Voyez-vous, la vaccination, c'est pour les tout petits plus souvent. Et prénatale, c'est pour qu'à l'accouchement, qu'elle ait déjà sa moustiquaire, qu'elle se protège lui-même déjà pendant qu'elle est enceinte. Non, il n'y a vraiment pas de problème de toxicité. En tout cas, de par les études qui ont été faites jusqu'à ce jour. Parlant de la protection en journée, vous devez avoir réalisé que même dans les quartiers les plus exposés, rarement vous verrez un moustique piqué en journée. Je vous ai dit qu'il y a des espèces qui se développent, etc. Et qu'il y a un changement de comportement. Il y a des moustiques qui vont commencer à protéger en journée. Et je vous ai aussi dit que la lutte est complexe. Donc, on ne peut pas compter sur la moustiquaire pour résoudre tous les problèmes. Les moustiquaires sont efficaces parce que on dort la nuit en général et les moustiques prennent leur repas sanguin la nuit en général. Vous voyez qu'il y a cette adéquation moustiquaire, repas sanguin qui rend la moustiquaire efficace. Et donc, en journée, normalement, on n'a pas besoin de se protéger comme le paludisme puisque la nouvelle femelle ne va pas prendre son repas sanguin en journée. En général. Donc, en journée, voilà, ce n'est pas la prévention, mais pour ce qui est de la prophylaxie, justement, il y a des traitements prophylactiques contre le paludisme, mais la prophylaxie, elle n'est pas recommandée chez une personne qui vit en zone endémique. Je veux dire, si vous êtes en train de suivre cette présentation depuis l'Afrique, vous n'êtes pas spécialement, je veux dire, la cible de la prophylaxie. Par contre, des gens qui vivent dans des pays étrangers qui ne sont pas exposés au paludisme, si vous avez votre neveu ou je ne sais pas qui vient des États-Unis ou, je ne sais pas moi, de la France, on doit absolument lui prescrire une prophylaxie parce que la personne n'a pas une certaine immunité préparée à faire face à une attaque du paludisme. Chez nous, quand vous êtes malade du palu, vous savez que vous devez aller à l'hôpital parce que vous avez déjà été piqué et prendre les ACT. Ok, d'accord, bien reçu. Merci beaucoup pour vos réponses. Ensuite, les trois qui suivent, on a Yannick qui demande, le polyester est une matière artificielle synthétique dérivée du pétrole. Du coup, cela pose la question de l'impact environnemental de la moustiquaire. Que prévoient les fabricants pour mitiger ce risque? Y a-t-il des pistes pour le recyclage des millions de moustiquaires en fin de vie présentes dans les communautés? Ensuite, nous avons Joseph Wato qui demande qu'est-ce que c'est que les rayons ultraviolets? Les rayons du soleil en font partie. Et nous avons Balogun qui demande certaines personnes se plaignent d'étouffer sous moustiquaire. Quel argumentaire leur donner pour leur faire comprendre que ceux-ci ne sont pas toxiques? Merci. Vous pouvez reprendre juste la dernière question. La dernière question, c'est certaines personnes se plaignent d'étouffer sous moustiquaire. Quel argumentaire leur donner pour leur faire comprendre que ceux-ci ne sont pas toxiques? D'accord. Alors, d'abord, au sujet du polyester qui serait dérivé du pétrole, etc., etc. Oui, c'est de ça que j'ai parlé. J'ai dit, si on est de la société civile et si on est engagé dans la lutte contre le palud, on est plus intéressé. Pour des questions techniques de ce genre, j'ai envie de prendre bonne note de la question et revenir parce qu'un échange entre scientifiques, ça peut être plus adéquat. Mais ceci dit, lorsqu'on met en place un produit de santé publique distribué à des millions d'utilisateurs, on s'assure de la sécurité. L'OMS est là pour ça et l'OMS a justement ce rôle de régulateur de s'assurer que ce qui est distribué ne doit pas nuire plutôt que de protéger. Pour ce qui est du recyclage, ce n'est pas les fournisseurs qui s'occupent du recyclage, c'est des programmes de santé au niveau du pays et d'autres organisations internationales qui discutent depuis quelques années sur l'avenir d'une moustiquaire après son utilisation. Il y a plusieurs initiatives qui varient d'un pays à l'autre. Dans certains pays, la tactique consiste à récupérer l'ancienne moustiquaire au moment où on donne la nouvelle moustiquaire, justement pour s'assurer que cette moustiquaire ne soit pas utilisée à d'autres fins, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui vont les utiliser pour la pêche, pour l'agriculture, pour protéger les semences, etc. Et donc, il y a des pays qui ont entrepris ça,
Mais il y a une autre école de pensée qui se demande pourquoi tout simplement on ne devrait pas laisser les ménages, je vais me jouir de leur ingéniosité à utiliser des moustiquaires déjà utilisés pour faire autre chose. Mais en définitive, il ne revient pas au fournisseur qui a déjà livré dans le pays de déterminer l'avenir de la moustiquaire, même si nous nous en inquiétons. Mais les autorités de santé et les acteurs multisectoriels, les ministres de l'Environnement et autres, sont plus à même justement de traiter de la question du recyclage, parce qu'il faut inscrire ça dans un programme global dans le pays. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la préservation de l'environnement ne saurait se limiter aux moustiquaires. Aujourd'hui, on parle de COVID-19. Il y a, si vous voulez, des millions de masques en tissu qui sont en train d'être déversés ou jetés ça et là. Et donc, il faut une approche globale de gestion des déchets et de préservation de l'environnement dans les pays. Et donc, on pourrait inscrire les moustiquaires. Ultraviolet, rayons du soleil. Alors, pour les ménages, le message est clair. Par rayon ultraviolet, on a voulu parler du soleil. Si vous lavez votre moustiquaire, donc d'abord avant de laver, lorsque vous recevez votre moustiquaire, il est recommandé de l'étaler à l'ombre, à l'abri. Si vous voulez oublier rayons ultraviolets, retenez à l'abri des rayons du soleil ou à l'abri du soleil pendant au moins 24 heures. Mais lorsque la moustiquaire est sale et que vous l'avez lavée, même chose. Quand vous avez lavé, séchez votre moustiquaire de préférence à l'ombre sous un arbre et de manière à ce que la moustiquaire ne soit pas atteinte par les rayons du soleil. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y en a qui se plaignent d'étouffer sous la moustiquaire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je peux aussi vous dire qu'il y en a qui n'étouffent pas du tout, mais qui ne sont tout simplement pas confortables sous un tissu de 4 côtés avec un toit. Et donc, c'est vrai, vraiment. Vous savez, nous sommes des êtres humains, hein, chacun a ses sensibilités. Dire qu'on étouffe sur une moustiquaire, ça peut être possible. Nous n'avons pas tous la même physiologie. Il y a des asthmatiques, etc. Donc, ça peut être un vrai problème. Mais en général, ce n'est pas un vrai problème, c'est beaucoup plus psychologique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour les encourager, pour les convaincre de ce que, voilà, ce n'est pas dangereux pour leur santé? Je parlais de lutte multisectorielle. Il y a, n'est-ce pas, si vous voulez, dans chaque pays, et notamment au niveau du PNLP, des sections qui travaillent dans le sens de la communication sur le comportement et sur les changements pour passer des messages clairs et expliquer qu'il vaut mieux dormir sous une moustiquaire et être protégé du paludisme que de dormir comme habituellement et être exposé au paludisme dont on peut mourir. Il faut quand même se rappeler qu'en Afrique, il s'agit de 1000 morts par jour, 1000 morts par jour, spécialement des enfants, hein, dont 700 enfants. Donc, en tout cas, il y a des organisations habilitées pour passer. La communication sur le changement des comportements, c'est carrément un programme ou un sous-programme à l'intérieur des programmes de lutte contre le paludisme. Et il y a des ONG qui ne font que ça. Ce ne sont pas les fabricants qui ont cette responsabilité-là. Merci. D'accord, merci. Réponse vraiment très, très intéressante. Alors, nous avons Monsieur Arthur Fidélis qui demande est-ce que la Milda sans insecticide est-elle protectrice ou non lorsqu'elle est tout de même bien installée? Après, nous avons Monsieur Sanoussi qui demande vous venez de dire de laisser la Milda à l'ombrage 24 heures, alors que des messages insistent sur 48 à 72 heures. Quelle est votre analyse? Et enfin, nous avons Madame Ariette Badjé qui dit, ça rejoint un peu les gens qui disent qu'ils étouffent sous la moustiquaire. Certaines personnes se plaignent également que les moustiquaires chauffent. Comment réguler ce problème et elles ont des problèmes aussi de démangeaison. Donc, pour anticiper aussi, nous avons M. Hamza Djipo qui demande est-ce que les conditions climatiques n'ont pas d'effet favorisant ou bloquant sur la rémanence des moustiquaires imprégnés? Merci.
OK. Alors, au sujet des mildas sans insecticide, au sujet des mildas sans insecticide, oui, je l'ai dit pendant la présentation, il y a une certaine école qui pense que une moustiquaire, c'est d'abord, si vous voulez, un grand tissu avec quatre côtés et un toit, et que même si on a juste cette moustiquaire-là, alors on bénéficie de ce qu'on appelle la barrière physique pour les moustiques. Pour les moustiques. Ça, c'est vrai. Mais dites-vous, je vous ai parlé de la recherche au début. Je vous ai parlé de la recherche. Normalement, lorsque vous voulez mettre sur le marché une moustiquaire, pendant la recherche que l'on fait, pendant les études que l'on fait, il y a toujours une moustiquaire qui n'est pas imprégnée d'insecticides. Et ça, c'est clair. Il y a une moustiquaire qui n'est pas imprégnée d'insecticides. Ensuite, il y a une moustiquaire qui est imprégnée d'insecticides qu'on va considérer comme référence. Et puis, il y a votre moustiquaire. Pendant l'étude, on va évaluer justement l'efficacité de la moustiquaire non imprégnée à faire barrière contre les piqûres de moustiques. On va évaluer l'efficacité de la moustiquaire de référence et on va comparer au résultat de la moustiquaire qui fait l'objet de l'étude. Et donc, si aujourd'hui on dépense toutes ces sommes pour acheter des mildas, moustiquaires imprégnés, non pas seulement imprégnés, mais à longue durée d'action, c'est parce que les études ont démontré une différence nettement significative en termes d'efficacité, donc entre une moustiquaire milda imprégnée à longue durée d'action et un tissu tout court. Donc voilà pour la milda comme barrière physique. Ensuite, ombre 24, 48, 72 heures. Non, non, on a dit au moins, c'est-à-dire le minimum doit être de 24 heures. Donc, si on suppose qu'en prenant la nouvelle moustiquaire, vous en aviez l'ancienne, mais on a dit au moins 24 heures. Vous voyez que si des gens parlent de 48 à 72 heures, il n'y a pas de contradiction. 48 heures, c'est au moins 24 heures. 72 heures, c'est au moins 24 heures. Donc, mon analyse, c'est qu'il n'y a pas de contradiction et que tout cela est bien possible. En tous les cas, il s'agit d'une moustiquaire qui sera utilisée pendant 3 ans. Et donc, ce n'est pas 3 à 5 jours de différence avant qu'on ne commence à utiliser qui vont être un problème très important. Parlant des moustiquaires qui chauffent ou des moustiquaires qui provoquent des démangeaisons, il faut dire, si vous prenez une moustiquaire justement et que vous ne l'étaliez pas à l'ombre pendant justement au moins 24 heures, certaines personnes pourraient, en tout cas ceux qui ont récupéré directement des moustiquaires, savent qu'au contact de la peau, on peut avoir cette sensation de démangeaison. C'est justement une des raisons qui demande à ce qu'on étale la moustiquaire pendant un certain temps, au moins 24 heures avant de commencer à utiliser. Pour les moustiquaires qui chauffent, bon, ça peut dépendre. Je vous ai dit qu'il y a 2 types de tissus. Il y a le polyester, il y a le polyéthylène. Il faut savoir que tous nos pays ne sont pas exposés à la chaleur au même titre. Il y a des pays qui font, je ne sais pas moi, 40 degrés à l'ombre. Et donc, si on dort sous moustiquaire, on peut avoir la sensation qu'il fait encore plus chaud. Mais même en temps normal, je peux avoir chaud et vous n'avez pas chaud. Ici, il s'agit de la sensibilité d'une personne à un outil qui est utilisé. Et si vous voulez mon avis sur ce qu'on peut y faire, moi personnellement, je ne pense pas qu'on peut y faire grand-chose. C'est-à-dire, il s'agit d'évaluer le ratio bénéfice-risque. Est-ce que ça chauffe tellement sous la moustiquaire au point où je ne peux pas dormir? Auquel cas, je ne sais pas, on prend une décision. Ou alors, est-ce que je peux quand même dormir sachant que je suis protégé contre les piqûres de moustiques? Et là, je vous ai dit qu'il y a des programmes qui travaillent dessus, des programmes qui travaillent sur les communications, sur les changements de comportement. Et la situation peut varier nettement d'un pays à l'autre. Dans des pays où il fait un peu plus frais, je crois que ces questions-là se posent de moins en moins. Parlant des conditions climatiques qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité des moustiquaires, oui, lorsqu'on teste les moustiquaires, on essaie de le faire en laboratoire dans une température entre 25 et 27 degrés, pas plus de 30 degrés, parce qu'en laboratoire,
on peut estimer que les résultats pourraient être impactés, mais les moustiquaires sont utilisés avec efficacité depuis des années. Chaque fois qu'elle parle d'efficacité, c'est parce qu'il y a des études qui sont menées dans tous les pays. Et donc, dans des pays parmi les plus chauds, c'est-à-dire les pays du Sahel, comme par exemple le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, etc., le Sénégal, les moustiquaires sont utilisés depuis des années. Et c'est une étude avait montré que on avait bien moins d'efficacité dans ces pays-là que dans d'autres moins chauds. Alors, on en conclurait qu'il faut peut-être trouver d'autres solutions. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu de débat à ce niveau-là. Nous aussi, à notre niveau, on va peut-être, à partir de cette question, revoir si vous voulez, toutes les études pour identifier si jamais quelqu'un a révélé cela. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Alexis. On continue toujours dans notre lancée. Nous nous excusons un peu du délai. Nous avons un peu dépassé parce que franchement, nous avons remarqué qu'il y a un très gros engouement. Il y a beaucoup de questions. Donc, nous allons prendre encore quelques minutes pour ces questions qui sont très intéressantes. Donc, je continue. Il y a Rachel Daya qui demande, les Africains sont les plus nombreux à souffrir du paludisme. Il y a-t-il des industries de fabrication en Afrique? Ensuite, nous avons Jeanne Alice qui demande, est-il possible d'utiliser des solutions anti-moustiques et ou autres après les 20 lavages de la milda, pardon. Et troisième question, nous avons un participant qui demande, on se préoccupe de distribuer les mildas mais pas sur leur destruction, sachant que ces mildas contiennent des produits toxiques. N'est-il pas possible de développer une stratégie de destruction de ces mildas après utilisation et est-ce qu'il n'y a pas de risque à les jeter n'importe où? Donc, vous avez parlé de ça déjà. Je vais à la question suivante. Compte tenu du fait qu'on enregistre de plus en plus de résistance aux moustiquaires non PBO, n'est-il pas possible de fabriquer que des moustiquaires PBO sur le plan mondial? Oui, je suggère qu'on s'arrête là pour cette série-là, parce que si vous ajoutez une autre question, je risque de ne pas me retrouver. Donc, alors, les Africains sont les plus à souffrir. Oui, c'est vrai. Les Africains, l'Afrique, et plus spécifiquement l'Afrique subsaharienne, c'est carrément 90% des cas de paludisme. Je pense qu'on en a parlé, c'est-à-dire la question ici, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas les moustiquaires directement en Afrique? Cette question nous préoccupe, mais j'ai déjà essayé de répondre à cette question en disant il y a des tests qui sont en train d'être faits. Il y a quelqu'un, un fabricant, qui fabrique déjà des moustiquaires dans un pays africain, mais l'évaluation, justement, l'évaluation de l'impact de la fabrication sur le terrain n'est pas forcément favorable. Parce que je vous ai dit, on est dans la santé publique, on voudrait de bons produits, mais à des coûts raisonnables. Si vous fabriquez localement et que la fabrication locale coûte plus cher que la fabrication à l'extérieur, c'est un problème. Si vous fabriquez, choisissons un pays, par exemple le Burkina Faso, si on décide, si un fabricant décide de s'installer au Burkina Faso, mais il faut vous dire qu'il faudra bien que le produit parte aussi du Burkina Faso pour le Kenya, du Burkina Faso, pour le Nigeria, etc. On peut d'emblée imaginer que ce sera plus facile que pour le même produit de venir de l'Inde, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on est en train de faire des tests. Il y a aussi des tests qui vont être faits bientôt au Nigeria. Là, je parle des fabricants pour voir dans ces pays qui ont un potentiel plus important. Le Nigeria, c'est quand même 200 millions d'habitants. Est-ce qu'en fabriquant sur place, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes? Donc, on y réfléchit et on évalue la situation en sachant qu'il faut rester raisonnable en termes de qualité, mais aussi en termes de prix. Est-ce qu'on peut utiliser la solution anti-moustique après 20 lavages? J'ai utilisé le terme 20 lavages pour des procédures au niveau du laboratoire. Et j'ai précisé qu'au niveau des ménages, on doit laver une moustiquaire que lorsqu'elle est sale. On peut y aller jusqu'à 5 fois par an.
vous voyez que si vous faites 5 fois par an, fois 3 ans, ça fait normalement 15 lavages, même pas 20 lavages. Alors, est-ce qu'on peut utiliser une solution? S'il s'agit d'utiliser une solution pour imprégner par vous-même, non, nous ne pourrons pas vous conseiller cela. Je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de complexité déjà avec les premières techniques d'imprégnation mécanique qui avaient lieu avant qu'on ne passe à l'imprégnation au niveau de l'usine. Et donc, si on demande à chacun d'imprégner sa moustiquaire à partir d'une solution à domicile, il va se poser un problème. Quelqu'un a posé la question de savoir qu'est-ce qui garantit la qualité. Justement, il va se poser un problème de garantie de qualité. Quelle solution vous mettez, à quel dosage, à quelle fréquence et avec quel processus? Vous serez vous seul responsable justement de votre production et justement des effets que cela peut produire. Moi, je ne recommanderais pas ça. Toxicité, oui, Zenabo a bien précisé. Je crois qu'on a déjà parlé de la toxicité, de la destruction, de la préservation de l'environnement, qui dépend plus d'une stratégie multisectorielle, justement initiée par les autorités de santé. Maintenant qu'on fait face aux résistances, est-ce qu'on ne devrait pas fabriquer seulement des moustiquaires PBO? Écoutez, cette question devrait me faire sourire. Moi qui suis promoteur de Permanet 3.0, qui est la première moustiquaire PBO, seulement, je reviens à ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait une adéquation qualité, mais aussi prix. Les Milda avec PBO ne coûtent pas le même prix que les Milda standards. Et donc, si les Milda PBO coûtaient le même prix que les Milda standards, il va de soi que tout le monde, n'est-ce pas, se jetterait sur les Milda PBO. Et du coup, qu'il s'agisse de l'OMS, des bailleurs de fonds, pas bailleurs de fonds ici, on va entendre le Fonds mondial, PMI, Against Malaria Foundation, l'UNICEF, ces gros bailleurs-là, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, il y a la question de la priorisation, parce que les moustiquaires ne sont pas le seul outil de lutte contre le paludisme. Et donc, dans cette priorisation-là, on essaie de s'assurer d'avoir, parce que parlant de résistance, même si les résistances sont répandues, elles n'ont pas, si vous voulez, la même densité dans tous les pays, dans toutes les régions. Et donc, la stratégie aujourd'hui de l'OMS consiste en la stratification. C'est-à-dire que dans chaque pays, sur la base des études terrain ou sur la base justement de certains critères comme la mortalité due au paludisme, la prévalence du paludisme, on va déterminer quelles sont les régions les plus nécessiteuses en termes de besoins de Milda PBO. Et c'est dans ces régions justement qu'on va adopter les PBO du fait des limites de budget. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sont les bailleurs de fonds qui achètent les moustiquaires à plus de 90%. Donc, si chaque pays avait les moyens de sa politique, ben voilà, je ne vois pas pourquoi un pays laisserait un produit plus intéressant pour un produit moins intéressant. Donc, voilà pour cette série-là. D'accord, merci beaucoup. Nous avons Paul Yvan qui demande, est-ce qu'un particulier, exemple une OSC ou une ONG, peut passer des commandes de Milda à un fournisseur? Ensuite, nous avons Josias qui demande, y a-t-il un moyen de rendre stérile l'anophèle femelle pour éviter la reproduction des moustiques? Si oui, quelles sont les mesures prises dans ce sens pour stopper le paludisme? Et enfin, la dernière question qui demande sur quelle est la durée d'action maximale des insecticides. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit compter les 3 ans de la durée des insecticides, leur efficacité dès l'emballage de la moustiquaire ou bien avant l'emballage de la moustiquaire ou bien dès l'emballage de la moustiquaire? Merci. OK. Alors, pour ce qui est des commandes des Milda, je reviens sur ce que j'ai dit. Au moins 90% des Milda sont achetés par les bailleurs de fonds. Bon, maintenant, ces bailleurs de fonds passent des commandes directement chez les fournisseurs et les fournisseurs mettent les moustiquaires à disposition. Alors, si d'autres organisations veulent passer des commandes de moustiquaires, en général, il y a une étude sur
le profil de ces organisations. Est-ce qu'elles sont véritablement des partenaires de lutte contre le paludisme? Est-ce qu'elles ont la capacité justement de stocker des moustiquaires dans des conditions acceptables et de les distribuer en tant que produits de santé publique? Et justement, lorsque toutes ces études sont validées, et en fonction de la quantité, il y a des commandes qui peuvent être passées par des organisations, notamment non gouvernementales, pour des projets spécifiques dans les pays. Maintenant, pour des besoins de ménage, en général, dans certains pays, pas dans tous les pays, il y a des distributeurs qui passent des commandes chez des grossistes et ces grossistes-là passent aussi leurs commandes à leur tour au niveau des fabricants. Et il faut comprendre qu'un fabricant qui fabrique des millions de moustiquaires, prenons un exemple de 50 à 60 millions de paiements nets par an, c'est difficile de gérer, c'est pas moi, 100, 200, 500 demandes de moustiquaires. C'est pas ça notre objectif. Nous préférons convoyer nos moustiquaires à travers des voies qui sont sécurisées par les bailleurs de fonds et autres. Et maintenant, on peut encore les vendre chez des grands grossistes que nous avons évalués comme ayant la capacité justement d'assurer la sécurité de ces produits en termes de stockage et de distribution. Les réalités vont différer d'un pays à l'autre. Mais ce dont je vous parle là, c'est les réalités de Vestergaard. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe avec chaque moustiquaire que vous allez trouver sur le terrain. Mais en général, si vous voulez une moustiquaire, je vous conseille de vous rapprocher du PNLP qui normalement devrait être au courant de qui dans le pays est capable d'approvisionner en moustiquaire. Parlant de la stérilisation de la nouvelle femelle, oui, on a parlé de la moustiquaire comme un outil de prévention. Il va de soi que la moustiquaire, même si elle a un impact de 68%, n'est pas le seul outil de lutte contre le paludisme. J'ai parlé de la pulvérisation intra-domiciliaire, j'ai parlé des ACT, mais il y a beaucoup d'autres techniques qui sont en exploration. Et parmi ces techniques, justement, il y a la technique de stérilisation de la nouvelle femelle. Il y a beaucoup d'organisations. Je crois que la Fondation Bill and Melinda Gates est en train de financer des projets dans ce sens. Il y a, si vous voulez, des mises à jour qui sont faites chaque année sur l'avancement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'avance pas à grande vitesse. Pour réfléchir un peu comme quelqu'un du quartier, il s'agit là quand même des technologies d'un autre niveau et ça demande un certain nombre de moyens, mais ça demande aussi du temps pour s'assurer que l'on est en train de faire la bonne chose. Mais donc, pour répondre à votre question, on y travaille déjà, je crois, ça fait déjà 5 ans, hein, voire plus que des gens travaillent sur ce projet. Il n'est pas exclu que dans les années à venir, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, qu'on ait une bonne nouvelle allant dans ce sens. Tout comme vous devez savoir qu'il y a un vaccin qui est en train d'être testé dans 3 pays, premier vaccin contre le paludisme, et dont on attend toujours de savoir ce que ça va donner. Pour vous dire que, contrairement à ce que l'opinion publique peut penser, que rien n'est fait pour définitivement défaire le paludisme, non. Il y a des efforts qui sont faits. C'est juste que le paludisme lui-même est assez complexe avec la multiplicité de souches d'anophèles, mais aussi avec la multiplicité de mécanismes de résistance, ce qui rend la chose pas toujours facile. Parlant de la durée d'action maximale des insecticides, alors si nous nous adressons aux membres des organisations de la société civile, nous préférons vous conseiller de retenir que une fois que vous avez reçu la moustiquaire, vous devez l'utiliser et espérer être protégé du paludisme pendant 3 ans. Les campagnes sont en général organisées tous les 3 ans. Maintenant, les 3 ans, vous avez vu quand je vous ai parlé des études de phase 1, phase 2, phase 3, et même dans la définition de la moustiquaire par l'OMS, l'efficacité est évaluée sur 3 ans. Est-ce que ça veut dire qu'au bout de 3 ans,
l'efficacité s'arrête exactement comme on appuierait sur un interrupteur et la lumière s'éteindrait. Vous êtes d'accord avec moi que ça peut pas être possible. Si on est efficace jusqu'à la 3e année, il est possible qu'il y ait un résidu d'efficacité pour quelques mois en arrière ou en avant. Et donc je recommanderais de considérer l'efficacité sur les 3 ans à partir du moment où on reçoit la moustiquaire. Ça, c'est dans l'idéal. Bon, ceci dit, je suppose que la personne qui pose la question a tenu compte du temps de transit entre l'usine et les pays, du temps de stockage dans les pays avant la distribution. Mais dites-vous bien, je vous l'ai dit, on ne fabrique pas les moustiquaires en attendant commande. On fabrique la moustiquaire quand on a reçu commande. Et donc, dès qu'elle est prête à l'usine, directement, elle est mise en route pour l'expédition dans le pays. Et si le pays est aussi bien organisé, dès que les moustiquaires arrivent dans le pays, le mois ou les 2 mois qui suivent, la moustiquaire doit être déjà sur le terrain. En définitive, 3 années, vous pouvez retenir ça comme étant à partir du moment où vous avez reçu votre moustiquaire, en supposant que ces moustiquaires ne sont pas restés en magasin dans le pays pendant 1 an. D'où, une fois de plus, l'interpellation de tous les acteurs. Ce n'est pas la lutte d'une seule partie. C'est ensemble qu'on peut arriver justement à combattre le paludisme et chacun doit être vigilant à son niveau. Chacun doit prendre des responsabilités à son niveau. Je vous remercie. Ok, vraiment, grand merci. Merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis Olivia de Impact Santé Afrique. Je voulais juste qu'on salue la présence du champion de la lutte contre le paludisme, M. El Hadji Diop, qui nous a rejoint du Sénégal. So, Monsieur Diop, si vous nous entendez, on peut vous donner, on va ouvrir le micro si vous voulez dire bonjour à tous les participants. Mais je rappelle juste que Monsieur Diop, c'est vraiment une inspiration dans la lutte contre le paludisme. Il s'est assuré que au Sénégal, tout un village, tous les habitants de son village utilisaient les moustiquaires imprégnés tous les soirs. Et grâce à ses efforts de champion communautaire, il a veillé à ce que les habitants du village utilisaient les moustiquaires. Et je pense que depuis dans ce village-là, il n'y a plus eu de cas de décès liés au paludisme. On a un exemple concret de ce que la communauté peut faire lorsqu'elle s'engage à suivre que ces moustiquaires soient bien utilisés. Parce que nous le rappelons, pour l'instant, la moustiquaire imprégnée reste le moyen le plus court efficace pour prévenir le paludisme. Pour l'instant, c'est vraiment l'outil qu'on a. Et il faudrait que tous les participants ici soient comme des champions comme M. Diop et veillent à ce que les communautés utilisent correctement les moustiquaires imprégnés chaque soir. Monsieur Diop, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, on est ravis de vous avoir. Si vous voulez dire bonjour aux participants qui sont encore là. Bonjour tout le monde, bonjour tous les participants. Je crois que c'est une très bonne information parlant de la MILDA et même parlant du paludisme parce qu'actuellement nous sommes en début d'hivernage et même au Sénégal il y a des zones où il a plus 3 fois ou même 4 fois. Donc vraiment, je suis très ravi, très content de participer à cette session et remercier tout le monde. Et vous avez dit quelque chose qui est très important. Il faut qu'on crée plusieurs champions communautaires de lutte contre le paludisme. Parce que le paludisme nous a fait souffrir, moi-même qui a perdu ma fille en 2 jours seulement de palu. Donc, j'en sais quelque chose. Donc, je vous remercie et puis je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions ou d'interventions. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, M. Diop. Alors, je pense que tout le monde pouvait vous joindre à nous pour remercier notre expert, M. Alexis de Vestergaard. Donc, merci encore, Alexis. Merci pour ton temps. La présentation était très, très, très bien. Il y avait beaucoup de participants qui nous ont suivis sur Facebook aussi. Et donc, pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, la présentation sera disponible sur le site de Impact Santé Afrique. Vous allez recevoir un email dans ce sens. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser par email.
et on va les transmettre à notre expert. Donc, Alexis, merci pour le temps que tu as pris pour préparer la présentation, pour la faire, pour répondre à toutes les questions. Il y a eu plus de 30 questions. Donc, merci beaucoup, Alexis, parce qu'on sait qu'en ce moment, tout le monde est hyper occupé. Donc, merci pour ce temps. Et juste avant de nous quitter, pour vous dire que nous avons, chers participants, la prochaine présentation du Maléria Matchbox qui se fera le 8 juillet 2020 en français. Ce sera le 8 juillet en français, le Maléria Matchbox, qui est un nouvel outil pour permettre d'évaluer un peu la lutte contre le paludisme au niveau communautaire. Et il y aura la session en anglais le 1er juillet. Donc, en anglais, ce sera le 1er juillet et en français, le 8 juillet. Ce sera notre prochain webinaire où, avec le Fonds mondial, on va vous présenter le nouvel outil Maléria Matchbox. Donc, merci encore à tous. Alexis, je ne sais pas si tu as un dernier mot de la fin, mais merci beaucoup à vous. Et pardon, j'ai oublié aussi, tout à l'heure, à 15h, heure du Cameroun, nous avons la présentation Paludisme et genre avec nos experts Yannick, Breakthrough Action, Plan Cameroun, Madame Paul, et Madame Katia, qui est une experte du TRP, le Technical Review Panel du Fonds mondial. Donc, tout à l'heure, à 15h, heure du Cameroun, on va parler du paludisme et genre, comment intégrer le genre dans la lutte contre le paludisme. Donc, merci encore à vous. Mon mot de la fin, le mot de clôture du président de la séance. Oui, mon mot de clôture, il sera simple. Nous sommes africains pour l'essentiel dans cette session et donc c'est de rappeler cet adage africain qui dit qu'une seule main peut attacher un paquet. C'est de rappeler la notion de la participation collective lorsqu'il s'agit de lutter contre le paludisme, mais c'est surtout de rappeler la notion de responsabilité. C'est-à-dire que l'OMS a son rôle, les bailleurs de fonds ont leur rôle, si vous voulez, les organisations de recherche ont leur rôle, les fabricants ont leur rôle et la société civile a son rôle. Une moustiquaire qui crée 68% d'impact nécessite que tous les acteurs impliqués soient responsables et prennent leurs responsabilités. Et pour la qualité, j'insisterai encore à la fin pour dire qu'il serait intéressant que nos pays mettent chacun en place un système de contrôle qualité quand les moustiquaires arrivent pour assurer que pendant 3 ans, les populations seront effectivement protégées contre les moustiquaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. Maggie t'a appelé. Pourquoi il m'appelle alors? Ou bien c'est son téléphone qui m'a bipé comme d'habitude. Bon. Allô? Oui. Allô, oui. Donc, c'est fini.